Je suis ravi de vous accueillir, je connais la plupart d'entre vous et c'est pour moi une vraie joie de pouvoir partager ce moment avec vous ici, dans ce lieu un peu atypique. Il y a quelques mois, novembre 2016, on créait un événement qui s'appelait Bonheur et Travail parce qu'on entendait parler de bonheur au travail, on trouvait ça un petit peu inadapté. Finalement, on s'est aperçu d'une chose 2 ans après avec Stéphane, c'est que quel que soit ce que l'on fait, ce que les entreprises mettent en œuvre pour améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs ou la qualité de vie au travail, il y a un élément qui vient un peu en équation, qui vient en exposant, c'est la posture de leur manager, qui peut soit bonifier l'ensemble des choses qui sont mises en œuvre par les entreprises, soit complètement annihiler l'ensemble des choses. C'est vrai que cette notion de bonheur et travail, d'état d'être, et puis on va en entendre Maud sur le sujet dans quelques instants, mais d'état d'être ne dépend pas de l'extérieur. Et ce qui nous avait beaucoup surpris quand on avait fait cette conférence, qu'on avait voulu participative, c'est que la majorité des idées qui avaient émergé étaient des idées qui conduisaient à trouver des solutions externes à l'être humain. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, 2 ans après, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Pour autant, là je ne vais pas répéter ce que tu disais, mais pour autant ça ne donne pas les résultats escomptés. On a souhaité faire appel à Maud et qu'elle puisse nous partager à sa manière, ce qu'il y a dans ce livre, sa genèse, les notions qu'il y a et que nous partageons sincèrement, Stéphane et moi. Et ce sera un premier temps, puis dans un deuxième temps, qui n'est pas un temps synchrone, puisque vous pouvez intervenir à tout moment, nous interrompre à tout moment, on aura un temps où l'échange sera encore plus important et où on viendra questionner le rapport entre ces concepts et les postures managériales ou les postures de direction ou la vie de l'entreprise. Et c'est là peut-être le moment le plus important où on pourra ensemble collaborer et comprendre un petit peu ce qui se passe et faire le lien entre les concepts du livre et vos métiers et vos entreprises. Merci à tous les deux, merci à tous les organisateurs, parce qu'il y a quand même un petit peu de monde. Je suis très émue et très heureuse d'être avec vous ce soir, parce que c'est toujours un énorme cadeau pour moi. Quand Benoît et Stéphane m'ont proposé de venir, le cadeau, il est pour moi. Vous n'imaginez pas, quand on écrit un livre et qu'il y a une résonance en face et que les gens se l'approprient, et descendent avec et vous l'offrent en cadeau, juste un commentaire, un sourire autour d'une phrase, un mot qui a déclenché quelque chose, le cadeau il n'est pas pour vous ou alors il est à 2. Et d'être là avec vous ce soir, pour moi, c'est un énorme cadeau. Alors, l'enseignement ou ce que j'ai voulu faire passer à travers ce livre, c'est des années de recherche, des années de voyage et des années d'observation aussi. Moi, je suis aussi en entreprise. J'ai cru comprendre que le public était... Vous étiez tous, pour la plupart, sur des entreprises que Benoît ou Stéphane connaissaient, avec des problématiques d'entreprise qu'on a tous dans tous les domaines. Et ce livre que j'ai voulu grand public et non pas adressé aux entreprises, même si aujourd'hui, effectivement, il rentre dans les entreprises, parce que la base est évidemment une observation aussi d'entreprise, je crois que ce qui est fondamental de comprendre, et c'est vers ça que j'ai envie d'aller ce soir, c'est qu'on est tous des êtres humains et on peut se faire croire tout ce qu'on veut avec. Et tous les postes de dirigeants, parce qu'il y a beaucoup de dirigeants ici, comme des postes de non-dirigeants, peu importe quel que soit notre vécu, quel que soit notre historique, quelle que soit notre éducation, quelles que soient nos origines, quel que soit notre poste, on est avant tout des êtres humains, tout petits et immenses à la fois. Et quand on entre dans une entreprise, on a tendance très vite à se mettre un tas de costumes. Un tas de costumes, voilà, moi je suis le manager de, je suis le subordonné de, je suis la mère de, je suis le père de, je suis le fils de. Et puis au final, on ne sait plus très bien qui on est, et on a un tas de costumes qui deviennent un peu lourds, et on oublie qui on est. Et l'expérience que j'ai envie de vivre ce soir avec vous, à travers ceux qui l'ont lu, et même ceux qui ne l'ont pas lu, ça n'a pas d'importance, parce qu'on est tous experts de notre vie. On n'est pas expert d'un livre, moi je ne suis même pas experte de mon propre livre, on est tous experts de nos vies à nous. Et l'expérience que j'ai envie de vivre avec vous ce soir, c'est de lâcher un peu ces costumes. On n'est plus dirigeant d'eux, on n'est plus homme ou femme, on n'est plus les amis d'eux.
Parce que c'est vrai qu'on vient quand même dans un cocktail de dirigeants, invités par une boîte, donc il y a quand même une posture avec des codes, etc. Moi, j'ai envie de jouer un autre jeu qui serait le jeu d'être soi-même, parce que quand on devient nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur de se déshabiller, alors on a d'autres discussions avec les uns et les autres. Et puis après, on va se rencontrer en direct, on va se parler en direct. Vous allez parler à d'autres personnes, et c'est pas évident quand on ne connaît pas les autres, surtout quand on vient seul. Alors des fois, on vient avec des collègues, donc c'est plus simple, on reste entre collègues. Mais si on commence à aller un petit peu plus loin et puis se rendre compte qu'on peut discuter les uns avec les autres, juste en étant nous-mêmes, sans parler de son métier, sans parler du poste de dirigeant qu'on occupe, ça c'est un code, mais juste d'arriver avec son cœur et d'aller parler de qui on est, de nos propres valeurs, qu'est-ce qui nous fait vibrer. C'est pas d'être le patron de telle boîte, c'est pas d'être le salarié de telle boîte. Ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous embarque. Tu parlais tout à l'heure, en présentant Stéphane, de voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas les humains. C'est évident qu'il adore les humains. Ben, ça, c'est une valeur. Il aime, avec son empathie, il écoute, avec, comme le fait Benoît également. Ce sont des valeurs. C'est pas parce qu'il dirige telle boîte qu'il est comme ça. C'est parce que lui est comme ça et parce que ou l'un ou l'autre sont comme ça. Et c'est ça que je vous invite à faire ce soir, quand on va se rencontrer après. Parce que quand vous allez arriver à vous montrer tel que vous êtes, il va se passer quelque chose de très différent en vous. Vous n'essayerez plus de cacher qui vous êtes à travers vos codes, tu comprends, c'est le dirigeant, machin, et puis il ne faut pas que je dise n'importe quoi, parce qu'alors il faut absolument que je rencontre un tel, etc. Et on n'est plus soi-même. On est déconnecté de nous-mêmes. Arriver à rencontrer l'autre juste avec qui on est, tel qu'on est, et peu importe qu'on ne nous aime pas, vous allez voir qu'il se passe quelque chose d'assez magique. Parce que quand on est à cœur ouvert, les autres viennent à cœur ouvert. Et c'est ce qui s'est passé dans la magie de ce livre, où j'ai écrit ce livre pour mes amis, uniquement pour mes amis. Il n'était même pas question de vous voir ce soir, il n'était même pas question que des gens que je ne connaisse pas lisent ce livre. Je l'offrais à mes amis, dont Guillaume a fait partie, puisque c'était effectivement, on avait 10 ans, donc on se connaît. Bon, j'en ai 47 par là, donc ça fait 37 ans qu'on se connaît. Et donc Guillaume faisait partie de mes meilleurs amis aussi, et je l'ai offert à ces gens qui m'ont construit et qui ont fait celle que j'étais. Donc je l'ai écrit à cœur ouvert. Mais c'est dans cette authenticité qui est, moi, dirigeante de boîte, qui doit montrer qu'un statut très particulier, travaillant avec des hommes, je suis dans le milieu de la finance, où on s'habille tout le temps d'un tas de costumes, où on ne peut pas être la femme qu'on est, où on ne peut pas montrer nos faiblesses, etc., etc. Là, je me suis autorisée, à travers ce livre, à être exactement moi-même. Alors, c'est un roman, mais 99,9% des thèmes qui sont dans ce livre sont moi, pour ne pas dire 100%. Et c'est là qu'il se passe quelque chose, parce que les costumes qui étaient trop serrés pour moi, les costumes dans lesquels je transpirais, qui m'empêchaient d'être moi, à un moment, je les ai enlevés et j'ai pu écrire ce livre juste parce que c'était en tout petit comité. Et puis maintenant, le comité est un tout petit peu plus grand. Et tant mieux, parce que le cadeau, il est là aussi. À partir du moment où on s'autorise ça, alors on s'aperçoit que finalement, le sujet, c'est pas d'être aimé ou pas aimé, c'est d'être soi-même. Et quand on est soi-même, on commence à connecter cette joie intérieure. Si je vous parle de ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'écrire un livre pour être soi. On a juste besoin de le comprendre. Et ce qui se passe en entreprise aujourd'hui, et la magie de ce qui se passe en entreprise, c'est justement cette base. À partir du moment où vous allez commencer entre collègues, entre dirigeants, avec vos dirigeants, avec vos subordonnés, à commencer à enlever vos costumes et à être vous-même, vous allez vous apercevoir qu'il y a un double jeu, il y a toujours un double état, et on a toujours le choix et à chaque seconde, d'être dans nos costumes, dans nos peurs, ou de basculer vers qui on est, dans notre cœur, tel qu'on est. Et à ce moment-là, tout est possible. Et ce jeu de peur et cœur que j'appelle amour, mais amour avec un grand A, il n'est pas question de tomber en amour pour X ou Y, c'est se relier au cœur des autres et au cœur de l'autre être humain. Alors ça peut paraître un peu comme ça, bisounours, mais en réalité, il suffit simplement de le ressentir pour changer notre état d'esprit. Et on voit bien qu'en entreprise, comme au quotidien, parce que moi je ne fais pas de différence. Alors, bien sûr qu'on met notre costume, et c'est la seule différence, mais la réalité c'est qu'on est exactement tel qu'on est. Et puis après on l'habille. On habille ce qu'on est intérieurement, et on va voir nos relations, nos clients. Et puis on a toujours nos codes, parce qu'on nous les a appris, ces codes.
Et on sait que si on va voir un tel client, il faut s'habiller de telle façon, et puis il faut dire bonjour, et puis il faut prendre une certaine voix, et puis si c'est avec un homme, il faut être comme ça, si c'est avec une femme, c'est autrement. Et finalement, on ne sait plus bien où on est. Et dès qu'il y a quelque chose, un grain de sable qui ne va pas, un collaborateur qui vous fait une remarque, « Oh, tu as l'air fatigué, toi, aujourd'hui. » Puis attends, j'ai appris que tu avais monté une réunion, puis tu ne m'avais pas invité. Et là, on se rend compte qu'on rentre dans nos costumes à nouveau, et notre ego en première face, encore une fois, avec ce choix de la peur en premier ou de se relier à soi. Et c'est cette posture qui va faire qu'à un moment, tout bascule. Parce que vous avez toujours la possibilité de vous relier à chaque seconde à ce qui se passe avec l'autre collaborateur. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai compris que l'autre était toujours un cadeau, parce que quoi qu'il se passe, il m'amène une compréhension d'un reflet que je n'ai pas encore compris en moi. L'ego, ça ne comprend pas ça. Quand on est dans la peur, il y a un coup de stress, il y a un dossier compliqué. Alors évidemment, on met de la pression sur nos équipes parce que immédiatement, il faut que la personne au-dessus soit satisfaite. Et il faut bien comprendre qu'on a tous une personne au-dessus. Hein, je ne parle pas du bas de l'échelle jusqu'au PDG, mais le PDG, après, il a encore des gens au-dessus. Il y a les financiers, il y a les investisseurs, puis les investisseurs ont leur banque, etc., etc. Et donc, il y a une pression à toute échelle. Et à la seconde où on a de la pression, on se met dans ce mode de stress et on réagit avec nos peurs et notre ego en premier. Et là, on sort de qui on est vraiment et on sort de nos propres valeurs, qui étaient au départ l'écoute, la bienveillance. Pourquoi j'ai monté cette boîte ? Parce que j'avais envie que les gens s'épanouissent, les gens prennent du plaisir dans leur travail. Toutes ces valeurs qui sont peut-être en moi à ce moment-là disparaissent en une fraction de seconde parce que là, il y a un coup de feu et je bascule vers cette porte de la peur et mon ego vient en première ligne pour donner des ordres, pour être vindicative. Oh, mais attends, t'as encore pas fait ça, et puis je t'avais dit de faire ci, etc., etc. Et on sort de notre être intérieur pour aller vers l'autre d'une autre façon avec nos filtres. Et alors ce qui est extraordinaire avec l'ego, c'est qu'il a toujours raison. Les autres ont toujours tort et ils s'inventent des bonnes raisons d'avoir toujours raison. Vous êtes en voiture et puis là, quelqu'un vous fait une queue de poisson et puis évidemment, là, il vous insulte en même temps parce que vous n'étiez pas au bon endroit au bon moment. Et puis là, vous avez peur. Et puis vient la colère parce qu'il vous insulte. Puis là, la pensée continue. Vous arrivez au travail, vous allez au café, rencontrer vos collègues et là, vous allez arriver avec toute votre nervosité en expliquant ce qui vient de vous arriver. Et puis le déjeuner, ça continue. Et puis le dîner, vous allez chez des amis et tu ne sais pas ce qui m'est arrivé ce matin, etc., etc., etc. Et ce flux de pensée qui nous monopolise complètement, nous sort de qui on est. Complètement. Nous sort de qui on est, et là, on continue en automatique avec notre ego. Parce que notre ego ne pourrait pas imaginer que cette personne soit un ami. C'est un ennemi. Et puis, il m'a pourri ma journée. Depuis ce matin, il me pourrit ma journée. Je donne cet exemple à l'échelle de ce qui se passe en entreprise pour chacun d'entre nous. En tout cas, je vais parler de moi pendant des années. Un petit détail pouvait pourrir ma journée, alors qu'en réalité, c'est qu'une question de choix. C'est qu'une question de choix de basculer dans la seconde d'après. C'est-à-dire après, c'est cette seconde d'émotion. Effectivement, je freine, j'ai peur, il m'a fait une queue de poisson, peut-être qu'il avait une urgence, sa femme est en train d'accoucher, j'en sais rien, il se passe 1000 choses. Mais sur cette seconde-là, j'ai eu peur, et mon ego se met en route sur un tas de scénarios possibles qui va faire que il est l'ennemi, je suis la victime, et il m'en veut, et il a fait exprès, etc., etc. Et ça dure parce que j'infecte ma pensée en le racontant à nouveau. Et mon ego, à nouveau, dans mes peurs, s'enracine avec le fait que le collègue en face, ah bon, il t'a fait ça, bah, aujourd'hui, dans quel monde on vit, etc., etc. Et ensemble, on se construit nos histoires. Mais si après ces 7 secondes, je me calme, je réagis en me disant, bon, ok, je ne le connais pas, il ne me connaissait pas, je ne pense pas qu'il se soit levé ce matin en essayant de me faire une queue de poisson et m'insultant, etc. Et que naturellement, je calme ce flux de pensée et l'histoire que je m'en raconte. Je me calme au bout de 7 secondes, peut-être 10 secondes, peut-être 1 minute, et je peux commencer ma journée dans une autre humeur, ne cherchant pas à avoir raison avec mes collègues, puisque quand je vais raconter à mes collègues, mon ego, lui, va raconter son histoire.
avec le fait d'avoir raison. Et le collègue en face, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand vous racontez une histoire et que vous êtes dans votre mal-être, l'autre a toujours tort. Toujours. L'autre n'a jamais raison. Alors qu'à la seconde où on revient à soi, on peut se rendre compte que finalement il n'y a rien de grave et que c'est nous qui nous mettons dans cet état. À la seconde où on se dit, bon ok, j'ai eu peur et j'ai le droit d'avoir peur. Et c'est normal que j'ai peur. J'ai eu une queue de poisson, j'ai failli avoir un accident. J'ai failli, j'ai pas eu, mais j'ai failli. J'ai eu peur et j'accepte simplement la part de moi qui a eu peur. Et c'est normal parce que si on n'avait pas peur, on n'aurait pas le réflexe de freiner. Donc c'est extraordinaire d'avoir peur. Mais c'est extraordinaire d'avoir peur 7 secondes. C'est pas extraordinaire d'avoir peur 24 heures, 48 heures. Et j'en parle encore parce que c'était il y a 6 mois. Ah, moi aussi, ça m'est arrivé. On rebondit toujours, notre ego rebondit toujours sur un événement qui arrive à quelqu'un. Ah, tu sais pas, en voiture, ah ben moi, il y a 6 mois, c'était pareil. Et on est reparti. On remouline. Dès qu'on sort de ça, et dès qu'on voit arriver l'histoire que nous raconte notre ego, alors naturellement, on peut se relier à soi et se dire, bon, ok, il a eu peur aussi, puisqu'il m'a fait cette queue de poisson, je lui envoie simplement des bonnes pensées, j'ai eu peur, j'accepte cette part, et la journée continue, pour lui comme pour moi. Je dis bien pour lui parce que je suis une femme, hein, ça ne peut pas être elle. Les hommes diront l'inverse, hein, c'est quoi ces femmes, elles conduisent n'importe comment. Quand on arrive au travail, ces micro-détails nous pourrissent la vie tout le temps. C'est le collègue qui ne vous a pas dit bonjour parce qu'il était dans ses pensées. Ah bah j'ai dû faire quelque chose. Alors, pour un peu que ce soit le patron, là c'est complètement la panique. Et puis oui, je l'ai vu parler avec un tel, oh il se passe quelque chose de mauvais pour moi. Et hop, c'est reparti dans des cheminements de pensée. Il faut savoir que la pensée, on en a environ 60 000 par jour. Et 95% des pensées de la veille sont les mêmes que celles du jour. Sauf quand il se passe quelque chose de grave. Vous avez un événement grave qui arrive, et là, toutes les pensées s'annihilent, vous êtes concentré sur ces nouvelles pensées graves. Donc 60 000 pensées qui tournent par jour, il y en a beaucoup d'inutiles, puisqu'on ressasse souvent les mêmes. Et on s'invente des histoires. Parce qu'on préfère s'inventer une histoire que d'attendre de connaître la vérité. Donc le collègue qui ne vous a pas invité en réunion, qui commence à vous mettre un peu en rogne parce que vous étiez quand même sur le dossier, finalement, on va peut-être m'évincer du truc, et puis finalement, voilà, on se raconte les choses. Au bout de 2 heures, les gens sortent de réunion, la personne qui ne vous a pas invité vous explique que finalement, il y a un plus gros dossier sur lequel ils veulent vous mettre dessus, etc. Et puis tout ça, c'était une perte de temps et d'émotions très fortes. C'est une peur abyssale de ne pas être aimé, parce que le vrai sujet dans la vie, quoi qu'on fasse, c'est une recherche de l'amour. Quoi qu'on fasse. On se démène au travail pour gagner de l'argent, pour avoir un statut, pour être aimé. Parce que si le fait d'avoir de l'argent et puis d'avoir un statut de dirigeant, etc., c'était très très mal vu, je ne pense pas qu'on se démènerait comme ça pour l'être. De la même façon, quand on se met des carapaces, des couches d'état d'être, c'est uniquement pour être aimé. Parce que si je dis clairement dans une réunion de cocktail que je suis dirigeante de machin, naturellement, les gens vont me porter de l'intérêt. Peut-être pas celui qui m'intéresse, mais ils vont me porter de l'intérêt. Et on se fait croire à travers ça qu'on est des gens bien. Mais au fond de nous, on sait très bien que c'est un leurre, nous avec nous. On a envie d'être aimé pour autre chose. Toute notre vie, on passe notre temps à vouloir être aimé. Mais la réalité, c'est que comme on ne pense pas pouvoir être aimé pour ce qu'on est, c'est-à-dire juste notre petit être, mais quand même avec toutes nos valeurs, eh bien, on se cache encore. Quand j'ai sorti ce livre, donc en tout petit comité, et que les gens ont commencé à le porter, c'est arrivé très vite, évidemment, en entreprise, et dans les entreprises avec lesquelles avec les gens avec lesquels je travaillais. Et là, ça a été pour moi, je n'en dormais plus la nuit, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Pardon. Quand Maud vous dit les entreprises avec lesquelles je travaille et les collaborateurs avec lesquels je travaille, il faut comprendre que Maud, en dehors d'avoir écrit ce livre, occupe la direction générale de combien d'entreprises, Maud, actuellement ? Peu importe, c'est pas ce que j'ai envie de vous dire. Je sais. Mais ça veut dire, je veux dire à travers ça qu'elle expérimente ça. Ce qu'elle est en train quelle que soit la taille des entreprises qu'elle dirige aujourd'hui, elle met en œuvre et elle peut mesurer à quel point ça fonctionne. Et c'est ça qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est juste, et merci Benoît. Et je dis peu importe parce qu'en fait,
le vrai sujet, encore une fois, c'est de se rendre compte à quel point on est tous, et moi je vais parler de moi, parce que je ne peux pas parler de vous, c'est vous les experts de vos vies, et j'espère bien que vous partagerez vos expériences, mais quand je suis arrivée avec ce livre, j'ai commencé à en parler à mes amis proches, et quand il est arrivé en entreprise et que les gens ont commencé à m'appeler, on disait « Maud, j'ai lu ton livre, mais c'est juste fou », je me suis dit, c'est très compliqué pour moi, parce que là, ils vont me voir de l'intérieur. Ils vont voir ce que je n'avais pas encore réussi à enlever de carapace pour enseigner à ces gens-là d'être qui ils étaient. Et la réussite de ces entreprises que j'ai eu la chance de diriger ou que je dirige aujourd'hui, c'est justement d'arriver à ce que chacun puisse prendre du plaisir au travail en étant juste soi-même. Parce qu'il n'existe pas d'autre plaisir que d'être dans nos propres valeurs, qui ne sont pas les valeurs de l'entreprise, qui bien sûr peuvent se corréler, mais qui sont nos propres valeurs. Et connecter la joie, c'est une émotion. Le bonheur, c'est un état durable. Donc on peut tous connecter de la joie, et heureusement. Mais le bonheur, c'est pas si simple parce que c'est un état durable. Et c'est pas parce qu'on vit de façon globale dans le bonheur qu'on est tout le temps dans le bonheur. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quand on arrive à se dire, ben voilà, en étant moi-même, avec mes vraies valeurs, je reviens dans mon système. Je reviens dans ce qui a de l'importance pour moi. Et là, je peux vivre très différemment. Et en éclairant ça, on n'a pas besoin d'être dirigeant pour ça. On n'a pas besoin d'être le PDG de la boîte d'ailleurs pour inculquer ça. Il suffit simplement à n'importe quel niveau d'être qui on est, et dès qu'on met de la lumière là, les autres ont envie de vous suivre. Alors évidemment, quand on est PDG de la boîte, on emmène un bateau, donc on a plus d'influence pour emmener un peu plus vite. Mais c'est vrai à toutes les échelles. Et quand ce livre est sorti, en version auto-éditée, il est arrivé très vite dans les entreprises de gens qui me connaissaient, et donc naturellement, ils m'ont dit « mais Maud, explique-nous comment tu fais, explique-nous ». Et donc, d'enlever ces carapaces, c'est pas très simple, hein, surtout quand on a l'habitude de travailler d'une certaine façon. Mais là, je me suis rendu compte que, en enlevant les carapaces des uns des autres, chacun commençait à se réaliser. Parce que la grosse difficulté du travail, c'est qu'on peut être plutôt bien dans notre travail. Bon, parfois on est très très mal, mais on peut être plutôt bien et se rendre compte qu'on n'est pas en phase avec nous. C'est le cas de gens qui ont suivi des parcours parce que les parents avaient inculqué un parcours ou sans imposer, mais voilà, les médecins, les parents médecins ont fait de leurs enfants des médecins, ou les avocats, etc. Ou les dirigeants, des dirigeants. Mais c'est aussi un beau chemin, c'est aussi de montrer aussi le courage et les valeurs d'une famille. Le problème, c'est qu'on vit avec ça et on ne sait pas qu'on n'est pas complètement dans nos valeurs. Et donc, on n'est pas forcément très très bien. Le jour où on enlève ces carapaces et qu'on commence à connecter ça sans se dire « je suis ça » ou « je veux devenir manager » ou « je veux prendre la place du PDG », on a le droit à tout. Le vrai sujet, c'est plus un sujet de poste, c'est un sujet d'état d'être. Parce que je crois que la responsabilité qu'on a de chacun en entreprise, c'est d'être nous-mêmes. Mais vraiment nous-mêmes. Et être nous-mêmes, c'est pas envoyer bouler un système. C'est simplement se recentrer sur ce que l'on est, de se rendre compte que l'autre n'est pas l'ennemi, que ce soit nos collègues, nos subordonnés, nos dirigeants ou nos investisseurs ou les banquiers ou tout ce qu'on veut. Le vrai sujet, c'est nous. Et quand ça ne va pas, c'est jamais la faute de l'autre. Ça, c'est ce que l'ego nous fait croire. Quand ça ne va pas, c'est un truc qui ne va pas en nous. Uniquement en nous. Et ça prend du temps à comprendre ça. Moi-même, encore aujourd'hui, hein, bien souvent, quand ça ne va pas... Oh là là, mais il ne fait pas exactement comme je veux, donc forcément ça ne colle pas, ou oui, il a fait telle remarque, donc forcément ça s'est frité avec un tel. Le vrai sujet, c'est que l'autre est toujours un cadeau, parce qu'il vient toucher une émotion, il vient créer une émotion en moi. Alors évidemment, de colère, quand c'est la joie, on est toujours en amour avec l'autre, mais quand c'est le reste des émotions, quand il m'a fait honte, ou quand il m'a mis en colère, ou etc., c'est toujours, encore une fois, la faute de l'autre. Mais c'est étonnant de voir que si on est deux, face à la même situation, si je me mets avec Benoît face à une situation, ou avec Stéphane, avec l'un d'entre vous, vous allez réagir différemment. Et puis on va sortir de la réunion et Benoît va me dire non, pourquoi tu es en colère? Moi, j'ai pas vu le truc. Et forcément, puisque il n'est pas touché au même endroit et son ego n'a pas été touché. Alors que moi, à ce moment-là, je vais réagir avec mon ego.
Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais c'est très souvent que nos collaborateurs, encore une fois, au-dessus, en dessous, peu importe, nous énervent. Puis c'est toujours les mêmes qui nous énervent. C'est toujours les mêmes qui sont trop lents. C'est toujours les mêmes qui vont trop vite. C'est toujours les mêmes qui ne comprennent rien. C'est toujours les mêmes qui arrivent en retard. C'est toujours les mêmes sur qui on ne peut pas compter. Et quand on les licencie, en plus, il y a toujours un autre qui arrive et qui fonctionne de la même façon. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, le problème, ce n'est pas l'autre. C'est nous avec ce qui nous est insupportable. Et encore une fois, à partir du moment où on accepte qu'on fonctionne tous différemment avec nos blessures, avec notre culture, avec notre éducation, naturellement, on peut mettre en place le bateau et on peut mener à bien ce bateau parce que si on se détache du comportement de l'autre, alors on vit très différemment. Et quand on vit très différemment, parce que si vous arrivez en réunion très énervé, c'est évident que vous n'allez pas envoyer la même énergie au groupe. Si parce qu'un de vos collaborateurs qui est toujours en retard, vous le savez qu'il est en retard, donc n'attendez pas à ce qu'il arrive à l'heure. Vous pouvez lui dire off, vous pouvez essayer de le changer, mais plus vous essayerez de changer, et plus vous allez être en force, et plus vous allez être dans vos peurs. Je sais qu'à 9h, il ne sera toujours pas là. Et là, je viens avec mes peurs et ma colère. Si naturellement je descends, alors ce sont des détails, mais des détails comme ça, on en vit tout le temps et toute la journée. Et c'est ce qui nous agace toute la journée. Et c'est ce qui nous sort de notre état de bien-être toute la journée. Parce que si je bascule vers autre chose, prenons typiquement l'exemple de « je viens toujours à la même réunion et ça m'agace toujours, sauf que ce jour-là, moi qui étais célibataire depuis 10 ans, j'ai rencontré l'âme sœur. Et là, d'un coup, le collaborateur en retard, la bétonneuse à côté qui fait du bruit, je ne sais quoi, ça ne nous touche plus. Et pourtant, c'est le même collaborateur, c'est les mêmes travaux depuis un mois, c'est la même machine à café qui ne fonctionne pas. Bizarrement, on n'est plus touché. Donc c'est juste un état d'être. Et on peut se rendre compte que soit on cherche continuellement à changer les autres, soit on se change soi-même et on n'est plus impacté par les autres. Et ces mêmes détails, moi j'en ai fait l'exercice, on parle d'entreprise, mais on peut parler du quotidien, parce qu'il n'y a pas vraiment de différence dans nos comportements en entreprise ou au quotidien. Vous êtes en entreprise, votre collaborateur vous énerve, celui qui arrive en retard, mais quand vous êtes en vacances avec des copains et qu'on a décidé de se retrouver à 9h à la plage et qu'il arrive à 9h15, vous êtes énervé aussi, pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Parce que c'est notre fonctionnement, nos blessures qui font qu'à ce moment-là, on ne se sent pas respecté. Et donc, il y a une colère qui monte. Mais une fois qu'on voit ça, on peut aussi se dire, je détends les choses, il est en retard, je vais profiter de me prendre un café ou de parler avec un collaborateur que je n'avais pas vu, ou de commencer la réunion, ou parce que je suis à la plage d'aller me baigner avant qu'il arrive, et puis on se retrouvera. Mais là, on ne se l'autorise pas. Pourquoi ? Parce que dans notre mode de fonctionnement, c'est « Ah non, on avait dit 9h, moi je suis là, j'attends, donc je le respecte, je ne commence pas sans lui, parce que dans mes valeurs, je ne commence pas sans lui, etc., etc., etc. » Et on se raconte notre histoire. Et bien sûr, notre ego nous explique qu'il a raison. Et il a raison. La réunion était à 9h, c'est quand même pas moi qui suis en tort, c'est quand même l'autre. Et encore une fois, on se raconte nos histoires. Alors c'est effarant de voir que, et c'est facile à reconnaître, quand je suis dans la peur, déjà j'ai mal, je suis mal. Je suis en colère, je suis triste, j'ai honte, voilà, j'ai le corps exactement, j'ai le corps qui est tendu, mille choses, c'est très facile. Mais ça, en mode automatique dans ses pensées, on peut s'en rendre compte qu'après. Alors il y a une autre solution, c'est aussi de voir qu'à chaque fois que j'essaye d'avoir raison, à chaque fois que j'essaye de me convaincre que j'ai raison, et à chaque fois que j'essaye de me justifier, à chaque fois que je juge le comportement de l'autre, alors je sais que je suis dans la peur. Je suis dans la peur et dans mon ego. À chaque fois que je sors de là, et que je me reconnecte à moi en me disant, voilà, très bien, c'est peut-être un cadeau, parce que finalement il arrive en retard, j'avais peut-être besoin de respirer un petit peu, j'avais peut-être besoin de me poser aussi, parce que je suis arrivée un peu vite à 9h, mais je suis arrivée un peu vite, j'ai peut-être besoin d'un temps pour moi. Naturellement, je reviens en moi et je peux me recentrer et sortir de ça. L'intuition, c'est une valeur fondamentale de la direction d'une société, mais aussi de nos vies. Parce que connecter l'intuition, c'est connecter qui on est. Alors bien souvent, l'intuition, j'avais l'intuition de, et puis finalement, je ne me suis pas écoutée.
Moi, j'ai passé des années, je viens du monde de l'expertise comptable, hein, c'est ma formation. Dans les chiffres, on vous apprend les probabilités, et donc la probabilité d'aller vers le chemin A, elle est à 78%, elle a 78% de réussite contre 22 ici, mais ça peut être 80, bon, peu importe, même 95%. Et puis, je me suis rendu compte tout au long de ma vie que bien souvent, je ne suivais pas mes probabilités, j'écoutais cette intuition qui me menait toujours dans des chemins complètement fous, mais qui m'y menait quand même. Dans Maud, nous parlait de ça, il y a l'intuition, et je fais le lien avec la question des peurs et la question de l'amour. Et je me demande dans quelle mesure les intuitions viennent justement lorsqu'on est connecté à l'amour. Quand on est connecté à ses peurs, il m'est, à mon avis, plus difficile de ressentir ces intuitions et encore plus difficile de les suivre. Donc toute la question, c'est comment j'arrive à me connecter à mes intuitions, donc comment j'arrive à être dans cet état de confiance qu'amène l'amour, tel qu'elle nous l'a défini, pour justement se connecter à la justesse de nos intuitions et d'avoir le courage de les suivre. Et c'est là peut-être un des enjeux que tu peux développer ou que tu vas probablement développer. Mais en tout cas, peut-être qu'à ce stade-là, on peut faire le lien entre les peurs, l'amour et la question de l'intuition. C'est juste parce que l'état d'intuition, quand on connecte une intuition, on l'a tous vu, hein, puisqu'on l'a tous connecté, même une fraction de seconde, à ce moment-là, on se dit... Mais oui, mais bien sûr. Après viennent les peurs qui reviennent, nos freins, etc. Mais le temps de cette seconde-là, dans quel état on se trouve? On est en phase avec nous. C'est exactement ça. Ça répond exactement à nos valeurs. On l'enfouit à nouveau, mais à ce moment-là, il se passe quelque chose qui est exactement cette joie-là, cette création-là. Et effectivement, il n'existe pas d'intuition. On ne peut pas avoir d'intuition si on n'est pas exactement connecté à soi. Et donc, dans cet état global, universel, dans lequel on se sent vraiment en phase avec soi. Quand m'est venue l'idée de ce livre, en fait, j'avais envie d'écrire depuis un moment, mais j'avais surtout envie de partager. À chaque fois qu'on me disait, mais comment tu fais pour... Alors je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de partager, et puis j'en parlais. Alors je partageais par des tête-à-tête, des dîners familiaux comme amicaux, et puis à un moment je me suis dit, mais pour partager avec un plus grand nombre, pourquoi pas trouver une solution, alors peut-être par des conférences, peut-être... Et puis justement, c'est à ce moment-là que j'ai connecté cette intuition d'écrire un livre, sauf que moi je viens du monde d'Excel et sûrement pas de Word. Et puis, franchement, je suis plutôt d'un monde scientifique et sûrement pas d'un monde littéraire. Et donc, du coup, voilà, tous les freins sont arrivés avec ça. Mais, et pourtant, à chaque fois que j'essayais de mettre de côté cette intuition, à chaque fois, autour de moi, on disait, mais tu sais, Maud, tu devrais écrire un livre. Vraiment, tu as des choses à raconter. Je dis, pourquoi tu me dis ça alors qu'on n'était pas du tout j'étais pas du tout de ce domaine-là. Et quand je prends un peu de recul, parce que ça, c'était il y a à peu près 2 ans, et que je vois l'histoire de ce livre, non seulement je ne regrette pas évidemment, mais au-delà de ça, mon enjeu c'était de pouvoir partager quelque chose à une plus grande échelle. Déjà de le partager avec mes amis, c'était extraordinaire. Que eux le portent, c'était déjà extraordinaire. Et que maintenant il s'ouvre au monde entier, c'est pour moi, vous n'imaginez pas le cadeau. Et tout ça part simplement d'une intuition. En parallèle d'un travail que je faisais qui n'avait rien à voir. Si je vous dis ça, c'est que je crois qu'on est tous capables. Et c'est pas parce que j'ai plus de capacité ou plus de potentiel. C'est pas vrai, ça, j'y crois pas du tout, du tout. C'est ce qu'on se raconte. C'est qu'est-ce que vous avez envie de mettre en œuvre dans vos vies pour revenir à vous. Et ça commence par se déshabiller un peu. Ça commence par ne plus se faire croire qu'on n'est qu'un métier, ne plus se faire croire qu'on n'est que le mari de, la femme de, le fils de, etc. Ne plus se faire croire qu'on est que nos costumes. Alors évidemment, quand on enlève nos costumes, qui on est, puisqu'on ne connaît que ça pour l'instant. Mais cette petite voix qui nous dit « Attends, je ne suis pas au bon endroit. Oui, j'aime mon métier, mais en même temps, c'est pas exactement ça. Et puis, tiens, pourquoi je suis fatiguée? Et puis, pourquoi j'en ai marre? Et puis, pourquoi mes collègues ceci, etc., etc. » Quand ces premiers signaux commencent à arriver, alors on peut se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose à écouter en soi. Parce que les autres ne sont qu'un cadeau, un révélateur de ce qui ne va pas à l'intérieur, encore une fois. Et quand vos collègues commencent à vous exaspérer, comme votre mari, comme votre femme, comme vos enfants, comme vos copains, il y a des moments comme ça dans la vie où même nos propres amis, on les supporte plus.
Là, on se rend compte que quand c'est une personne, 2 personnes, 3 personnes, il y a peut-être un truc qui joue en nous. Et c'est en ça que c'est un cadeau. C'est en ça que l'autre, même sans ouvrir la bouche, de par son comportement qui vient gratter un dossier chez vous, à ce moment-là, vous pouvez vous ouvrir à qui vous êtes. Et quand vous commencez à écouter ces petites intuitions, alors vous vous révélez et tout devient facile. Parce que c'est pareil, quand j'ai commencé à dire au départ, ça y est, j'ai écrit un livre, j'ai envie de vous l'offrir dans quelques temps. Ah non, mais Maud, t'es folle, le temps que ça prend. Alors que tout le monde m'avait encouragé quand même à écrire un livre. Hein, mais là, c'est dans mais t'es folle, le temps que ça prend. Puis tu sais, les éditeurs, t'en trouveras pas, tu connais pas ce monde-là. Non, je le connais pas. Et en fait, le problème, c'est pas de trouver un éditeur, le problème, c'est d'aller jusqu'au bout du livre et puis de vous l'offrir. C'est la seule chose qui compte pour moi. Et quand on est dans le pourquoi j'ai commencé à écrire ça, alors il n'y a plus de problème. Parce qu'il n'est plus question d'édition, il n'est plus question de le vendre, il est juste question de pourquoi j'ai commencé à ça. Et quand vous accrochez au pourquoi je quitte ma société pour créer et me mettre devant une page blanche comme l'a fait Sandra, il y a un moment, c'est pourquoi je fais ça. Pourquoi, alors que tout va bien et que je gagne très bien ma vie, pourquoi je veux faire autre chose? Et quand vous êtes dans ce pourquoi qui vous habite, je te laisse la parole tout de suite, je suis très bavarde, quand je suis dans le pourquoi, à ce moment-là, je me raccroche à ça tout le temps. Et moi, j'ai pas eu de mal à me lever très tôt le matin, en dehors de mon boulot, pour me dire, tiens, je me prends 3 heures le matin parce que ça a du sens pour moi, parce que j'ai envie de partager quelque chose. À la suite de quoi tout vous dépasse. Parce que ce que vous avez voulu donner, ça vous est renvoyé au centuple, et vous ne l'avez pas fait pour ça. Mais ça se fait très facilement, parce que vous êtes au bon endroit. La question du why, elle est selon moi fondamentale. Elle repose sur la persévérance qu'on a individuellement, plus ou moins importante, à chercher à se réaliser, à chercher à développer sa nature profonde, à développer qui l'on est vraiment. Et il y a bien sûr notre ego, nos peurs qui viennent nous limiter à ça, notre intuition qui vient nous guider là-dedans. Et j'ai la croyance qu'un des moyens, c'est de lâcher cette morale du bien ou du mal en disant mais ça va être difficile, ça va être facile, tu devrais, puis en fait, oh là là, ça va être long, en écoutant ce qui est vraiment juste pour soi. Certains d'entre vous ont pu m'entendre déjà avoir ce discours, mais je crois qu'on persévère dans le développement de la nature profonde et que pour y arriver, il faut se connecter à ce qui est bon et juste pour nous, qui nous donne du plaisir, ce qui nous donne de la joie, et qui nous permet de grandir, sentiment que l'on a quand on grandit, ou qui nous met dans la tristesse parce que les événements nous freinent lorsqu'on grandit et notre accomplissement est ralenti par les événements extérieurs. Donc toute la question, c'est de suivre notre intuition, de se connecter, de lâcher nos peurs, de se connecter à l'amour pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment juste et bon pour moi et qui contribue à m'accomplir. Et la question du why, elle est fondamentale, c'est est-ce que ce que je suis en train de vivre est juste et bon pour moi? Pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire? Quel sens ça a pour moi? Et là, voilà, je laisse la parole à Maud, mais pour moi, c'est quelque chose de fondamental, au regard du métier que je fais et que nous partageons. C'est comment contribuer en tant que manager, et on fera le lien sans doute tout à l'heure, pour éveiller ça chez nos collaborateurs. Et si la fonction du manager n'est pas de faire grandir ses équipes, quelle est-elle? Et auquel cas, comment, en tant que manager, je viens me connecter à ça pour eux et pour moi? Parce que quand on revient à l'entreprise et qu'on est soi-même avec nos propres valeurs, à ce moment-là, on va pouvoir les partager avec l'autre. Si j'ai compris que moi, ce que j'aime, c'est voyager parce que j'aime rencontrer des cultures, parce que ça m'aide à sortir justement de mon univers d'éducation, de rôle, etc., le fait de rencontrer d'autres cultures, je me rends compte que ça m'ouvre l'esprit et j'en ai besoin. D'autres vont s'ouvrir l'esprit en allant au cinéma ou en allant faire de la poterie, peu importe. Le vrai sujet, c'est qui je suis moi. Et à partir du moment où je reconnecte ça, je reviens à moi. Et quand on dit se connecter à l'amour, c'est ça, c'est revenir à moi. Et parce que si je reviens à moi, j'ai beaucoup moins peur de ce qui se passe à l'extérieur. J'ai beaucoup moins peur d'entendre que finalement, tel collaborateur m'aime pas trop. Si je sais qu'il m'aime pas trop parce que je lui renvoie quelque chose d'exigeant, ou au contraire de laxiste, ou au contraire de... c'est son problème, ça lui appartient. Mais moi, je suis plus impactée. Et si je reviens à moi, naturellement, je suis plus en défense envers l'autre. Et si je suis plus en défense envers l'autre, naturellement, il va se rendre compte que finalement, il n'y a rien de bien grave avec moi. Et comme j'ai changé de comportement, il a changé le sien. Donc encore une fois, soit j'essaye de le changer et j'arriverai à rien, soit moi je me change
Et il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce que je veux être en lien avec l'autre? Est-ce que je veux garder ce lien avec l'autre? Ou est-ce que je veux avoir raison? À la seconde où vous répondez à cette question, vous avez répondu à toutes les questions. Pas de moi-je, pas d'ego, pas de problème. Plus de souffrance, zéro souffrance. La souffrance vient de ce qu'on s'inflige. Et il y a ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas. En réalité, ce que notre ego aime et ceux que notre ego n'aime pas. Et toutes les projections que cet ego et que notre peur peuvent faire dans l'avenir en projetant dans le futur probablement quelque chose de notre passé. Et c'est là où peut-être c'est intéressant de comprendre comment notre cerveau fonctionne. On projette dans le futur, on va venir se projeter, on va venir imaginer des choses qui, dans la plupart des cas, 92% des cas, n'arrivent jamais, mais c'est pas grave, on les projette et on va venir se comporter avec les autres en fonction de tout ça. Mais dans l'absolu, la probabilité des chances que ce qu'on a projeté arrive est très faible. Alors, soit on est dans le passé, on va regretter ce qui s'est passé, on a des remords, on a de la nostalgie, soit on est dans le futur et on peut probablement générer de l'anxiété. Alors je me demande, dans quelle mesure, si chacun d'entre nous vivions sans ego, en tout cas en l'apaisant autant que faire se peut, et vivions dans l'instant présent de ce qu'on est en train tous de vivre ici et maintenant dans ce lieu magnifique, ça changerait quoi? C'est intéressant de se dire, mais finalement, si on arrêtait de projeter et de générer nos peurs et de projeter sur l'autre, qui plus est, parce que l'autre a tort, forcément, c'est toujours l'autre, ça changerait quoi dans nos relations avec les autres? Et notamment dans les relations avec l'entreprise, et notamment avec nos collaborateurs, avec notre manager. Ça changerait quoi? Derrière tout ce que vous dites, il y a le regard, quand on parle d'amour et d'ego, il y a le regard qu'on porte sur soi. En fait, derrière tout ça, tu as parlé d'estime de soi, de ces brillants étudiants qui font des classes prépa et qui, après, se mesurent la hauteur du concours ou de l'école qu'ils ont suivi. Parce qu'en fait, ils se sont peut-être beaucoup construits uniquement là-dessus et qu'il y a tout un tas de parts d'eux-mêmes qu'ils ont mis de côté. Et peut-être qu'effectivement, pour vivre l'instant présent, il faut déjà être en paix avec soi-même et peut-être s'aimer tel qu'on est avec ses forces et ses limites comme chacun d'entre nous. Sans doute que derrière tout ça, cette notion d'instant présent, cette notion d'amour, cette notion de se libérer de peur de quoi? Est-ce que c'est... Tu disais tout à l'heure, tu parlais de cette recherche d'être aimé, mais déjà peut-être que... Est-ce que je peux me poser la question, est-ce que moi je m'aime comme je suis? Si déjà moi je m'aime comme je suis, j'accepte qui je suis, alors je peux me projeter. Et forcément, il arrivera ce qui doit arriver, puisque je suis en paix, entre guillemets, le terme paix, avec moi-même. Cette recherche qu'on a de l'amour extérieur tout le temps, c'est parce que justement, on ne sait plus qui on est. Et donc, on ne sait pas se donner cet amour-là. Il ne s'agit pas de se dire qu'on est le plus beau, qu'on est le plus... Voilà, ceci, cela. Mais c'est justement de ressentir qu'on essaye. Parce qu'à la seconde, on se dit, j'ai le droit à l'erreur, puisque de toute façon, créer, quoi qu'on fasse, une recette de gâteau, avant de devenir l'experte du gâteau au chocolat, il a fallu en faire quelques-uns des gâteaux au chocolat. Le vrai sujet, c'est qu'à chaque fois qu'on crée quelque chose, on expérimente. Donc dès qu'on lâche l'erreur, dès qu'on lâche le « j'ai pas le droit à l'erreur », tout est possible. Puisque de toute façon, vous ne pourrez pas créer, vous ne pourrez pas aller vers vos rêves et vous ne pourrez pas même diriger sans cette souffrance si vous n'acceptez pas de changer de cap 1000 fois. Et changer de cap, ça veut dire quoi? C'est « je pensais qu'on pouvait aller par là, finalement je me suis trompée, on va aller par là. Et puis il y a des intempéries qui font qu'on va revenir par là. » Et on change notre cap tout le temps. Et c'est juste normal. Donc accepter ça, et pour revenir sur le moment présent, c'est accepter que tout est parfait, c'est accepter que tout ce qui nous est arrivé dans le passé nous sert aujourd'hui, puisqu'on est exactement la bonne personne pour faire ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui qui vous êtes grâce, je dis bien grâce, malgré tous les boulets qu'on a pu vivre, parce que là on a tous 1000 boulets qu'on a vécu, et qu'on est grâce à ça, les personnes que l'on est aujourd'hui. Et on fait tous partie de ces gens-là. Et c'est lourd parfois de se dire ah oui mais mon passé ça a été terrible. Mais dès lors qu'on prend ce passé et qu'on se raconte une autre histoire sur ce passé et qu'on a de la gratitude pour ce qu'on a vécu, malgré le fait que ça puisse avoir été très douloureux, à ce moment-là il se passe quelque chose d'excellent.
Je crois qu'en plus, c'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en mode automatique pendant des années, jusqu'au moment où on a le droit de dire stop et de dire est-ce que je ne peux pas basculer vers cette autre porte, de voir les choses autrement, de me rendre compte que j'ai peut-être ma responsabilité dans l'histoire, que si je suis mal à cet instant-là, j'ai peut-être ma part de responsabilité à prendre. De la même façon que quand il m'arrive des choses bien, j'ai aussi ma part de responsabilité. C'est que moi aussi, j'ai créé ça. Moi aussi, j'ai mis l'intention, et une intention qui vient du cœur, c'est-à-dire de ce qui est important pour vous, de cette intuition dont on parlait tout à l'heure, est 1000 fois plus importante. C'est-à-dire qu'on sait mesurer aujourd'hui que la réussite des projets vient toujours de cette intention profonde. Qu'à un moment, la réalisation, la première chose de cette réalisation, les prémices de cette réalisation, c'est l'intuition qui est venue au service du projet. Il ne se passe aucun projet avant cette idée-là, cette intuition-là. Je laisse à Maud le mot de la fin. Moi, juste ce que je voulais vous dire, c'est que ce livre, il a contribué à ce que ce soir, ici et maintenant, nous soyons là. Nous soyons tous connectés les uns aux autres avec une ouverture de cœur importante et qu'il a servi à vous connecter. Je vois qu'il y a des... Voilà, j'en ai offert, je suis en relation avec un tel. Il y a des connexions, je vois dans vos regards beaucoup de choses. Ce livre a permis ça. Et franchement, Maud, rien que pour ce moment-là, et on sait, et on mesure, et je sais la fatigue de certains et de certaines qui ont pu avoir à mettre en œuvre cette soirée, rien que pour ce moment-là, merci. Voilà, moi c'est juste le message que je voulais passer. Je laisse le mot de la fin à Maud. J'ai commencé la conférence et ce moment de partage avec beaucoup d'émotions. Vous n'imaginez pas l'émotion que j'ai à l'intérieur et c'est extraordinaire de voir ce qui se passe parce que c'est pas moi. J'ai écrit ce livre, certes, mais je l'écris en co-expérience avec vous tous parce qu'on se rend compte que s'il résonne comme ça, c'est parce que chacun y trouve son expérience. Et encore une fois, on est tous experts de nos vies et c'est ça qui est extraordinaire. Ce dont je me suis aperçue dans cette résonance et dans ces vibrations avec les uns et les autres, c'est qu'on vivait tous la même chose. On vivait tous les mêmes souffrances, les mêmes douleurs, les mêmes problèmes, avec des blessures différentes, avec des éducations différentes. Mais on est tous dans le même bateau. La réalité, elle est là et c'est cette vibration qui est extraordinaire. Essayez de vous rencontrer les uns les autres. Benoît m'a dit, voilà, il n'y a que des gens extraordinaires, donc moi je veux tous vous rencontrer. Je ne veux pas en louper un seul. Il n'y en a pas un qui sort de la salle sans m'avoir parlé au moins 10 minutes. Mais vous aussi, rencontrez-vous et rencontrez-vous pas avec vos cartes de visite. Échangez-vous vos téléphones à la fin si vous voulez, mais rencontrez-vous sans statut. Rencontrez-vous comme vous êtes.